Les labels RSE sont partout. Ils rassurent, ils orientent, ils signalent un engagement. Mais dans les faits, sont-ils connus du grand public ? Changent-ils profondément les entreprises ? Restent-ils à la surface des modèles ? Quelle valeur crée réellement un label RSE comme B Corp ? Pour répondre à cette question simple mais exigeante, on plonge dans un cas concret, celui du groupe Clarins, 1 an après sa certification B Corp. Bienvenue dans Net Positive Business by EDHEC Business School. Je suis Clémentine Gélin et dans ce podcast, je vous fais découvrir le net positif, ses fondamentaux et comment l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise. Dans ce format hors série, nous vous emmenons avec le Center for Net Positive Business découvrir une conférence EDHEC Alumni. Clarins est un groupe familial, international, avec une histoire déjà fortement marquée par la durabilité et qui a choisi d'aller plus loin. Un projet qui ne s'est pas limité à obtenir un label, mais qui a interrogé en profondeur la manière de créer de la valeur. Alors pourquoi se lancer dans une telle démarche quand on est déjà engagé ? Et qu'est-ce que cela change réellement une fois que le label est obtenu ? Merci de l'accueil de l'EDHEC dans cet amphithéâtre. Voilà. Donc je voulais remercier les personnes qui sont là ce matin. Vous en avez 4 sur la scène et on aura une personne en visio puisqu'on a voulu aussi vous donner une dimension internationale dans cette conférence. Et évidemment, Virginie a l'occasion de prendre la parole à de nombreuses reprises, mais ce que nous voulions faire ce matin, c'était aussi soulever un peu le capot. C'était aussi regarder comment les choses se passaient de manière réelle et parfois face à des écueils ou à des défis qu'on doit résoudre quand on est dans ces projets très ambitieux. Donc on a prévu un déroulé qui, je l'espère, va être guidant et on essaiera d'avoir du temps pour l'échange avec la salle tout à l'heure. Très bien. Voilà. Alors, je présente donc le panel de la droite vers la gauche. Donc Adèle, qui est donc chef de projet B Corp dans l'équipe des enjeux et des hommes et qui parlera au nom, vous allez voir, de l'équipe qui était assez nombreuse qui a accompagné Clarins. Donc Virginie, que je ne présente plus puisqu'elle a été présentée par Sylvie. Ensuite, Guillaume, qui est le directeur développement responsable de Clarins et qui est accompagné d'Éric. Alors on a mis, quand tu prendras la parole, chef de projet B Corp, mais tu pilotes bien d'autres choses, notamment les sujets CSRD pour ceux à qui ça parle, au sein du groupe. Voilà, donc j'avais envie de démarrer cet échange par une question sur le pourquoi. Et donc principalement, mais évidemment les uns et les autres peuvent compléter si vous le souhaitez, diriger vers vous, Virginie. Moi, je me souviens de l'arrivée de cette jeune dirigeante à la tête de Clarins, avec une conviction assez forte de l'intérêt du projet B Corp. Et donc, ma question, c'est finalement, quelle était votre motivation et pourquoi B Corp plutôt qu'autre chose ? Est-ce qu'on peut déjà éclairer un petit peu nos amis sur ce premier sujet ? Oui. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors, B Corp, pourquoi ? Alors, c'est venu de pas mal de raisons. D'abord, chez Clarins, je partais pas de rien, puisque Clarins a toujours été une marque engagée. On a la chance d'être une entreprise dont l'actionnariat est 100% familial. Donc, on peut se permettre de faire des investissements qui sont, je dirais, long terme et qui parfois demandent un investissement financier assez important sans avoir des actionnaires externes pour nous dire non, ça va pas, il faut pas faire ça, le trimestre va être mauvais. Puisqu'on pense vraiment à transmettre la société, à la penser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Et l'autre notion qui a été toujours très importante, c'est que chez Clarins, on fait donc des produits cosmétiques et 80% de nos produits sont faits à base de plantes. Donc finalement, on prend
de la nature, tout ce qu'on crée. Et du coup, on a toujours eu cette notion depuis mon grand-père, le fondateur, de se dire il faut protéger la nature puisque elle nous rend service, on doit la protéger, on doit protéger les enfants et les aider parce que ça représente l'avenir. Donc on a toujours eu cette conscience, je dirais, sociale et environnementale, sans qu'on l'appelle d'ailleurs comme ça. Chez Clarins, on disait plutôt c'est les valeurs, la façon de faire, etc. Donc je suis pas arrivée dans une entreprise qui n'était pas du tout engagée. On faisait quand même beaucoup de choses par conviction. Après, c'était pas forcément fait avec une roadmap très précise, avec des actions très précises et une stratégie très définie. Donc du coup, quand je suis arrivée, effectivement, avec Guillaume, on a commencé d'abord à travailler sur comment remettre tout à plat, essayer de voir vraiment quelles étaient les priorités, les leviers d'action, les choses qui étaient vraiment très importantes pour nous. Et donc, on a commencé à travailler justement une première roadmap. Et très vite, on a commencé à me parler de Bicorp. Et j'en avais pas entendu parler. Donc, c'était 2019. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est Bicorp? Donc, je suis allée sur le site internet. On a regardé. Et là, je vois qu'il y avait marqué Bicorp, ce n'est pas seulement les meilleures entreprises du monde, mais c'est les meilleures entreprises pour le monde. Donc là, je me suis dit, bah, forcément, c'est nous. On pouvait ne pas l'être. Après, c'est vrai que comme on est une entreprise pas cotée, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé d'avoir certains critères ESG qu'on peut retrouver dans certaines entreprises cotées avec ce que ça vaut ou pas. Et c'est vrai que j'ai tout de suite compris que Bicorp était un label qui était d'abord international et qui était très exigeant. Donc je me suis dit qui peut le plus peut le moins. Donc allons tout de suite vers le label finalement le plus exigeant. Et ça permettait de reconnaître aussi un peu tout ce qu'on faisait et là où on en était. Parce que nous étions vraiment persuadés de faire beaucoup de choses sur le volet social et environnemental. Et en même temps, parfois, comme les consommateurs commençaient à être vraiment très engagés, à demander des comptes aux entreprises, etc., on se disait qu'on ne ressortait pas nécessairement comme une entreprise engagée parce que justement, comme on le faisait pas comme un outil marketing, mais plus par conviction, on l'avait pas marketé. Donc, on ne ressortait pas nécessairement par rapport à d'autres marques, même auprès de la concurrence, etc. Et donc, je me suis dit que Bicorp apparaissait très vite comme un label qui permettait de dire on fait les choses bien et on le fait sur tous les volets. Donc voilà comment on a commencé. Alors, évidemment, j'imagine que tout le monde ne s'est pas rallié à votre panache blanc de manière spontanée, unanime, en disant mais bien sûr, on va aller mobiliser toute l'entreprise pour aller faire le projet Bicorp. Et donc, où est-ce qu'il y a eu finalement peut-être des freins? On sait que chez Clarins, parce que c'est la culture, les gens font assez confiance aux dirigeants et à leurs intuitions, mais s'il y en a eu, à quel endroit est-ce que ça se situait? Est-ce qu'on était plutôt au niveau de la direction de l'entreprise qui pourrait prioriser d'autres sujets? Est-ce que c'était plutôt sur le terrain? Quand vous avez initié ça, à quel endroit peut-être vous sentiez qu'il allait falloir mettre un effort? Et ça va nous permettre ensuite, quand on va éclairer la manière dont on a accompagné le projet, de voir ce qui a été mis en place. Alors, effectivement, donc au début, j'ai annoncé à différentes instances que je voulais qu'on se lance dans cette certification Bicorp. Comme au début, personne ne savait ce que ça voulait dire, tout le monde a dit oui. Oui, c'est génial, faisons-le. Les freins, je dirais, sont venus un peu après, sur le chemin. Puisque d'abord, on a eu la première surprise qui était, on avait pris beaucoup aussi comme exemple le groupe Danone, qui avait dans les grandes entreprises un peu ouvert la voie dans cette certification. Ils avaient, eux, en fait, fait une certification qui leur permettait de commencer par des entités et des marques et ensuite faire les filiales. Donc, ils n'ont pas eu à faire tout le groupe d'un coup. Donc, nous, on s'était dit, on va faire la même chose. Sauf que quand on a commencé, en fait, Bicorp avait changé ses standards et on n'a pas pu le faire. Il fallait faire tout d'un coup
ou pas. Donc ça a rajouté une énorme complexité parce qu'on a 28 filiales dans le monde et donc il fallait faire les 28 filiales plus les entités laboratoires et usines. Donc ça faisait 32 entités à certifier d'un coup. Donc tout d'un coup, effectivement, le travail qu'on avait un peu imaginé au début, qui était par étapes, s'est retrouvé un peu plus gros tout de suite. Ensuite, les freins sont venus au moment où vraiment on a dû commencer à remplir les questionnaires, donc ils s'appellent des... Voilà, bon, vous allez expliquer. Quand on a dû remplir les questionnaires qui sont très gros, très longs, qui demandent beaucoup de temps et de reporting, etc. Et qu'on a dû le demander effectivement à beaucoup de personnes dans les filiales. On a commencé à vraiment pouvoir évaluer la charge de travail que ça demandait, le temps que ça allait demander. Et du coup, là, effectivement, je pense que c'est plutôt au COMEX où j'ai commencé à avoir des petites levées de boucliers en disant nos équipes n'ont pas le temps de dédier tout ce temps à Bicorp. Et d'ailleurs, on avait eu une réunion ensemble avec Olivier où voilà, moi j'avais mis un petit warning en disant j'ai besoin que ce soit très concret pour chaque membre de Comex, c'est-à-dire voilà, dans vos équipes, j'aurais besoin de X temps, comment on va faire pour l'optimiser, etc. Il faut rendre les choses très concrètes. Et là, on a pu avancer parce qu'on avait donné, finalement, on avait réussi à travailler sur une feuille de route très claire, qui effectivement demande quand même du temps et de l'investissement. Mais c'est vrai que c'était pas évident sur le chemin. Et puis après, ce qui a aidé, c'est qu'on a fait beaucoup d'évangélisation, je dirais. C'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de temps avec Guillaume, avec Eric, moi, à faire plein de vidéos, d'aller sur le terrain, de parler à toutes les équipes, de leur expliquer pourquoi on voulait faire Bicorp, pourquoi c'était important, pourquoi l'entreprise allait bénéficier sur différents volets de cette certification. Et je dirais que je pense qu'il y a un autre truc qui a aidé, c'est qu'on leur a pas mis non plus une pression de dingue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, je leur disais, ce qui compte, c'est que peut-être qu'on ne sera pas Bicorp. Parce que je voulais pas leur dire il faut absolument qu'on ait cette médaille. Parce que je leur dis toujours ce qui compte, c'est vraiment le processus d'amélioration, le processus de reporting qu'on va mettre en place, parce qu'il va nous inscrire dans un processus vraiment de durabilité sur le long terme et on en bénéficiera quoi qu'il arrive. Donc, ça a enlevé, je pense aussi, une petite pression à certains moments, même si, bon, évidemment, on préférait l'avoir quand même. Mais voilà, c'est ce qui est pas, voilà, on peut dire ce qui est important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et alors ça c'est un sujet important parce que on va revenir sur le. Alors il y a un mot de jargon qu'on appelle le scoping. Donc c'est de bien définir le périmètre sur lequel on va travailler. On va en parler dans un instant. Mais en effet, ce qui est important, c'est que parfois, on pourrait exposer à l'évaluation seulement une partie de l'entreprise. Sauf que si ce qu'on veut, c'est faire bouger vraiment sa boîte dans la réalité, on ne peut pas faire ça. Il faut que l'ensemble des entités, l'ensemble des métiers, l'ensemble des filiales s'engagent. Alors, dernière question peut-être sur ce why. On va le faire un peu à l'envers, Virginie, si vous m'y autorisez. Parce qu'après, on va soulever le capot avec Eric, Adèle et Guillaume. Finalement, Sylvie nous a dit on est 1 an après, donc sans faire le ROI, finalement, qu'est-ce qu'on retire? On a écrit quelle valeur tangible? On a hésité à mettre tangible, puis on a dit si, posons la question de manière très claire. À l'époque du backlash écologique où tous les DAF enlèvent des budgets aux directions RSE, la question c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Donc voilà, comment est-ce que vous mesurez l'intérêt de ce label et peut-être derrière ce label ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'embarquement de l'ensemble des managers et même des équipes de Clarins, de votre COMEX aussi, que vous apprivoisiez au tout début de ce projet. Voilà. Comment vous mesurez finalement le bénéfice, mais pas forcément que économique pour Clarins? Alors, d'avoir un chiffre exact, c'est très difficile parce que ça touche à plein de volets. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'engagement des consommateurs qui est un des volets les plus importants. Sur les consommateurs, on a différentes études qui sont un peu contradictoires parfois entre ce qu'on va avoir de Bilab, donc qui est l'entité qui gère Bicorp, et de leurs études par rapport à
la notoriété de B Corp dans le monde, par pays, par région, etc. Et quand on demande à d'autres partenaires qu'on a, c'est sûr que B Corp, c'est pas la marque la plus connue du monde. Maintenant, ce qui est assez vertueux avec B Corp, c'est que quand un consommateur, on le voit, ne connaît pas, dès qu'il se renseigne, qu'il fait comme moi, aller rechercher, tout de suite, il est forcément très fier et ça lui donne une réassurance de consommation vis-à-vis de Clarins. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans un cercle vertueux et à chaque fois que les consommatrices posent la question, que ce soit en magasin, on a vraiment des retours très importants de la réassurance, de la fidélité et de l'engagement que nos consommatrices ont vis-à-vis de Clarins. Donc ça, c'est très important. On a aussi et c'est presque là où c'est le plus facile à calculer pour nous, c'est sur la marque employeur, puisque effectivement d'obtenir B Corp est vraiment un levier de recrutement sur plein de talents. Et ça, j'ai eu beaucoup de discussions avec les RH dernièrement sur des postes qu'on recrutait plutôt à des postes de haut cadre, dont certains nous ont dit qu'ils ont postulé parce qu'on était B Corp et qu'ils ne seraient pas venus nécessairement chez nous avant. Il y a cette quête de sens qu'on a aujourd'hui de plus en plus, qu'on ressent. Alors évidemment, les jeunes générations sont encore plus mordues à l'exercice. Mais c'est pour ça que je cite ces postes de haut cadre où on s'y attendait un peu moins. La fierté aussi des collaborateurs. C'est vrai que, alors, on en a beaucoup parlé tout le temps, comme je vous le disais, on a fait beaucoup de discours, beaucoup de vidéos, etc. Pour parler à tout le monde de B Corp. Mais finalement, quand on était sur les dernières lignes droites, je ne savais pas à quel point les gens attendaient aussi la certification. Quand on l'a eu et qu'on l'a annoncé il y a 1 an aux collaborateurs, il y a eu une émotion qui a été assez incroyable. On a des collaborateurs qui ont pleuré, du coup moi aussi. Et c'est vrai que de les rendre aussi fiers, ça a été un grand moment d'engagement, un grand moment d'émotion avec tous. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Et du coup, aujourd'hui, je le vois à quel point les collaborateurs sont fiers. Je vois à quel point ils sont fiers aussi dans des pays dans lesquels on attend moins ça. C'est-à-dire qu'au début, on se disait, quand on a commencé B Corp, que peut-être certaines régions comme l'Asie seraient moins sensibles à ces questions-là et à B Corp parce que ça reste un label qui vient des États-Unis à la base. Donc peut-être il était un petit peu moins connu sur le continent asiatique. Et en fait, pas du tout. Quand je vais dans les filiales asiatiques, finalement, c'est presque là où elles sont le plus engagées et le plus fières d'avoir B Corp. J'étais à Hong Kong il y a quelques semaines et il y a vraiment le logo B Corp partout sur les murs, beaucoup plus qu'à Paris. C'est ce que j'ai dit en rentrant. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble avec les collaborateurs et qui permet de se dire, en fait, on est vraiment tous dans le même bateau. C'est pas qu'une décision de moi, de la direction jusqu'au top-down. C'est vraiment quelque chose qu'on construit tous ensemble et pour lequel on est très fiers. Et effectivement, après B Corp, nous, apparaît dans tous nos points de vente. On a décidé de ne pas le mettre sur nos produits parce que la certification dure 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, on doit se faire recertifier. Et nous, il se peut que quelqu'un garde un produit un peu plus de 3 ans. Donc, on n'avait pas envie d'être obligé de faire des retraits de marché pour ça. Du coup, on l'a vraiment sur les communications, dans les magasins, etc. Donc, on essaye de l'avoir un petit peu partout. Et c'est vrai qu'on a vraiment pas mal de consommateurs qui sont très fiers et la loyauté, la fidélité chez Clarins auprès de nos consommateurs, c'est vraiment une des données qu'on suit le plus et ça a permis de le renforcer. Donc, ça y est, le why, je pense que normalement, on se dit, moi, dans mon organisation, est-ce que c'est la bonne solution? C'est peut-être pas ce label-là, c'est peut-être pas... En tout cas, le fait d'avoir une étoile qu'on vise tous ensemble, c'est forcément quelque chose de précieux. Et on reviendra juste après quand on va faire le how avec Guillaume sur justement
cette étape où on s'est rendu compte qu'on allait devoir embarquer toute l'entreprise alors que c'était pas forcément le plan initial. Mais avant, peut-être avec ton aide, Guillaume, parler un petit peu du what. Ce que Virginie a dit tout à l'heure, c'est que évidemment, Clarins n'a pas commencé à s'intéresser au développement responsable au moment où ce projet a été monté. Il y avait beaucoup de choses que vous aviez initiées ou que vous étiez en train de lancer. Donc, et ça, c'est peut-être important pour ceux qui connaissent moins Bicorp. En fait, dans Bicorp, il y a vraiment 2 niveaux. Il y a un niveau vraiment sur vos process, la manière dont vous faites les choses avec une logique d'amélioration continue, mais il y a aussi quelque chose qui vient chercher l'entreprise sur ses fondamentaux, sur son modèle d'activité, sur sa chaîne de valeur. Et donc, c'est très intéressant que quand on travaille sur Bicorp, on soit obligé de se poser des questions aussi à ce niveau-là. Donc, peut-être éclairer, Guillaume, les sujets sur lesquels vous étiez déjà actif, et puis on fera un petit clin d'œil avec Virginie juste après sur le concept d'impact positif qui était le mot que vous aviez choisi chez Clarins. Bonjour à toutes et à tous. Là, on passe au mécano, hein, donc on ouvre le capot. Effectivement, il y a un distinguo très important entre les processus qui était un travail qui était finalement très lié à ce qu'on va retrouver dans toutes nos filiales, et puis vraiment le modèle d'affaires qui se retrouvait vraiment au niveau du central sur les impulsions qui étaient données, les visions et finalement la façon dont ça pouvait se déployer ensuite dans le business model. Un point assez important aussi d'ailleurs qui finalement trottait dans la tête de notre direction générale et de Virginie, c'était de se dire comment on imprime dans la stratégie globale de l'entreprise le fait que la RSE fait partie de la stratégie. Il y a eu le changement des statuts qui a été fait en 2022 dans lequel les impacts sociaux et environnementaux rentraient dans la prise en compte de l'entreprise, de reporter au conseil de surveillance la façon dont le business évolue aussi au travers de ces impacts-là. Donc ce sujet en fait du business model, c'est quelque chose qu'on doit essayer de révéler au travers des fameux impacts business model qui sont les IBM attendus par Bicorp. Alors il y en a une pléthore. Nous, en étant bon élève, on voulait en avoir beaucoup, pour être honnête, parce que ça rapportait beaucoup de points. Alors, le précédent référentiel marchait beaucoup aux points. Et pour vous donner juste une compréhension de pourquoi les points étaient importants, quand on répondait à une question, on pouvait gagner 0,12 points, 0,08, etc. Donc, il faut arriver à 80 minimum. Donc, vous imaginez le nombre de questions et de bonnes réponses qu'il faut essayer d'avoir. Et les IBM, c'était presque des cartes magiques, des boosters, dans lequel on pouvait avoir d'un coup 8 points, 10 points, 20 points. Donc vous comprenez que ces fameux IBM, on les regardait avec des yeux brillants se disant je le veux. Et notre naïveté était de se dire qu'on pouvait en avoir plein. Et puis on est rentré dans cette machine effectivement assez particulière de voilà comment on est capable de prouver les éléments qui ont été mis en œuvre. Est-ce qu'on est capable de trouver même un langage commun sur l'expression de c'est quoi une performance sur tel ou tel sujet. On peut prendre deux exemples qui nous ont beaucoup mobilisés, sur lesquels on a appris, où on n'a pas forcément même... pour l'un, je vais vous en donner un où on a réussi, et l'autre, ça ne nous a pas apporté beaucoup de points. Un sujet qui nous a apporté beaucoup de points, c'était le sujet du salaire décent, le living wage. Beaucoup de points apportés grâce à ces questions-là. Il y a un distinguo entre le salaire décent individuel et familial. Un calcul hyper long à faire. Vous imaginez bien que les structures de rémunération changent suivant les différents pays, parce que finalement, culturellement, il y a une construction des packages qui sont toujours très différentes. Et comment on fait rentrer dans une seule définition déjà les 28 réalités de nos régions. Comment on fait rentrer aussi l'intégralité du staff qui est rémunéré dans l'entreprise. Et point important, quand on répondait aux questions, il fallait que l'on ait finalement aussi une uniformité, ou en tout cas un point bas équivalent à toutes les filiales. Ce qu'il fallait qu'on ait vraiment cet étiage de dire notre minimum, il est atteint par tout le monde à un même niveau. Et sur ce living wage, on a demandé un travail titanesque à nos RH d'aller screener chaque niveau de rémunération, de le comparer par rapport à la zone dans laquelle on se trouve et de voir si ça matchait avec l'attendu de ce que voulait Bicorp. Ce qui a été intéressant, c'est que ça validait quand même déjà une force qui existait déjà chez Clarins avec cette attention sur le niveau de rémunération des collaborateurs.
Donc ça, c'était un point de satisfaction. Mais on s'était dit qu'on aurait pu aller plus loin parce qu'on a découvert le living wage familial. Donc là, c'est la question d'une cellule familiale dans laquelle vous avez 2 adultes et 2 enfants. Et de réfléchir comment l'entreprise a aussi ce côté d'impact social, sociétal, puisqu'en fait, un collaborateur, c'est aussi un citoyen et comment il s'insère dans la société. Et donc le living wage familial a été un point de réflexion et un point de même d'évolution dans notre roadmap suivante, puisque pour la roadmap 2025-2030, c'est devenu un beacon, enfin un point à aller chercher qui nous a incité à dire ok, on a compris, on a même découvert que ça pouvait faire un effet de transformation très positif et on l'a inscrit dans un objectif à 5 ans. Tu évoques ton second exemple, rebondir là-dessus parce que ce soit dans le reporting ESG pour ceux qui ont été confrontés à la CSRD dans la salle ou sur l'obtention d'un label, évidemment, à un moment donné, il faut compter les points pour savoir si on va l'obtenir. Mais ce que je trouve très éclairant dans le témoignage de Guillaume, c'est que c'est reconnaissant ce qu'on fait déjà, mais rendons-nous peut-être plus capables d'expliquer ce que ça change. Et puis, il y a l'élan. C'est-à-dire que entre là où j'en suis et là où je pourrais être, alors il y a un petit peu la carotte du label, mais voilà, ça met aussi en dynamique. Et ça, c'est précieux pour un Clarins qui aurait pu se reposer sur ses lauriers en se trouvant déjà très engagé. Voilà, donc c'est aussi pour ça que Bicorp vient chatouiller même les meilleurs et les pousse à aller encore plus loin. Et je crois que tu avais un autre exemple dans une sphère plus environnementale, c'est ça ? Où là, l'arithmétique nous a pénalisés finalement et qu'on considère comme une force pour nous. C'est les ingrédients. On a fait faire un shift considérable sur l'origine de nos ingrédients d'origine naturelle, avec la cible d'atteindre 80% de nos actifs en agriculture biologique. Au moment où on a démarré, on était autour de 25, et en l'espace de 5 ans, on a dit on fait une transformation complète. Là, pareil, il a fallu convaincre à l'époque, quand on avait lancé ça en 2020. Mais ça a été clairement transformatif pour l'entreprise. Et quand on a essayé de le faire valoir comme étant un moyen justement de réduire l'impact sur les milieux, d'éviter des éléments de pollution, etc., les abacs de calcul nous ont fait en fait prendre en compte le taux d'intégration dans chacun des produits. Donc il fallait faire des soustractions, il y a telle commodité où il y a de l'eau, machin, etc. Et on se retrouve avec des pourcentages tout petits, alors que l'actif, et les différents actifs qui sont dans le produit, c'est l'essentiel du produit. Vous ne l'avez pas, vous n'avez pas l'activité, vous n'avez pas l'effet attendu, etc. Donc c'est essentiel dans le produit. C'est ce qui nous coûte même le plus cher dans la formule. Mais ça a été pris de façon très arithmétique et on dit là, ça vaut 8% dans votre produit. Donc en fait, on a perdu tout le bénéfice de la force achat à Clarins d'acheter des ingrédients en agriculture biologique. Bicorp a dit, ça vaut rien. Donc assez agacé et voilà, il y a mieux et surtout en fait, on avait passé un temps infini. On a même peut-être un peu persécuté les équipes achats pour arriver à raffiner ces informations, comment on les fait, on les rend plus intelligibles, etc. Et ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas été pris en compte. Néanmoins, en fait, ça nous a fait toucher du doigt aussi d'être en capacité de rendre pourquoi ce choix-là de modèle d'affaires de l'agriculture biologique est essentiel pour transformer nos produits et l'impact qu'on a sur la société. Et c'était les prémices de la réflexion qu'on avait sur l'impact positif, je vais te laisser prendre la suite sur le sujet, et de cette nouvelle direction qu'on avait aussi sur l'agriculture régénératrice qui était notre étape suivante, puisqu'on a une précision, on a quand même 2 domaines agricoles, donc on est les mains dans la terre et on sait vraiment ce que ça représente et on a une vraie expertise pour se pencher sur cette origine des ingrédients et les bénéfices d'une agriculture régénératrice et biologique. Donc là, ça nous a fait dire, Bicorp l'a pas reconnu, néanmoins on va trouver une solution pour en faire quelque chose d'encore plus transformatif dans le coup d'après. Et donc aussi de capter des tendances, des sujets montants sur lesquels évidemment vous étiez déjà en réflexion. Alors, ça c'est intéressant parce que en quoi finalement ça, Virginie, ça résonne avec cette ambition d'impact positif. Alors, on sait qu'à l'EDEC, on a une chaire nette positive. Et donc, parfois, dans notre monde, le jargon, il faut s'aligner, mais finalement, on est sur une idée qui est assez proche. Comment vous le définiriez avec vos mots, Virginie, cette ambition d'impact positif de Clarins, finalement ?
Alors je dirais que c'est l'utopie en fait vers laquelle on tend et vers laquelle on veut diriger toutes les entités, toutes les filiales. C'est-à-dire que pour moi, l'idéal, c'est de se dire qu'on est une industrie, donc forcément, on a un impact négatif à plusieurs endroits. Mais au bout du bout, je veux me dire qu'à chaque fois, finalement, tout ce qu'on fait, notre manière de faire du business, notre manière d'opérer, fait que on rend plus aux personnes et à la planète que ce qu'on lui prend. Donc en fait, effectivement, comment on arrive à ça? C'est très simple, c'est de se dire qu'on baisse tout ce qui a un impact négatif. Donc, évidemment, c'est notre impact carbone, c'est l'éco-conception de nos packaging, c'est enfin tout ce qu'on fait qui peut voilà, porter préjudice à un moment donné et avoir un impact négatif. Et on augmente tout ce qui a un impact positif. Donc, ce que vient de citer Guillaume, comme l'agriculture régénératrice en fait partie. L'agriculture régénératrice, on le fait, donc je ne peux pas m'empêcher de dire deux mots sur nos domaines. C'est vrai qu'on est la seule entreprise qui est aussi, entreprise de cosmétiques qui est aussi agriculteur, puisque effectivement nous avons deux domaines en France qui sont un dans les Alpes et un autre dans le sud près de la Camargue, où nous faisons pousser nos propres plantes avec l'agriculture régénératrice, sachant que si on doit résumer qu'est-ce que c'est l'agriculture régénératrice en quelques mots, c'est de se dire qu'on rend la terre meilleure que comment on l'a trouvée au début. Donc pour ça, on mesure un nombre de choses, vous pouvez pas imaginer, sur les vers de terre, les moustiques, etc. Enfin, la faune, la flore dans tous ces états. Et surtout, on fait pousser des plantes qui sont donc les meilleurs, évidemment, ingrédients parce qu'ils ne sont pas seulement bio, mais ils viennent d'une terre régénérée. Mais c'est aussi effectivement les meilleurs ingrédients pour la planète. Donc, ça, c'est un exemple de régénération. Après, on essaye de financer aussi beaucoup de programmes autres. Donc, si on est sur le volet environnemental, on a dû ouvrir une seconde usine. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que ça voulait dire qu'on arrivait au maximum de capacité de la première. Donc, on continue à se développer. Et pour ça, on a construit donc une seconde usine à Troyes, parce qu'on produit 100% en France et nous exportons 95% de ce qu'on produit. La première usine étant à Pontoise, la seconde à Troyes qu'on a ouverte il y a 2 ans. On a dû du coup artificialiser un sol pour construire cette usine. Et typiquement, dans cette logique d'impact positif, on a décidé, pareil de manière volontaire, de financer des programmes de renaturalisation de la même surface que l'usine, pour se dire, voilà, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait quelque chose de bien de l'autre côté. Donc c'est quelques exemples, il y a ça, mais il y a aussi tout le volet social. Je peux le détailler plus tard si vous voulez. Très bien, merci beaucoup. Alors, là maintenant, on arrive au moment du comment. Comment est-ce qu'on arrive donc imaginez-vous, on est juste avant la réunion sur le scoping dont on va parler avec Guillaume tout de suite. Donc là, vous avez un groupe très engagé, de longue date, avec des dirigeants visionnaires des 2 générations précédentes déjà, des vrais chantiers de fond sur le modèle économique et comment est-ce qu'on peut faire les choses bien et peut-être aussi se distinguer de ses compétiteurs, un réseau dans le monde entier qui sont plutôt des filiales de distribution, mais avec des usines en propre, de la logistique en propre, des filiales qui sont plus ou moins matures sur le sujet, avec des bonnes pratiques qui sont plus ou moins hétérogènes. Voilà. Et donc la question qu'on va éclairer maintenant avec le regard croisé de Guillaume et d'Adèle, c'est finalement, première partie, avant de regarder la dimension un peu interculturelle, comment est-ce qu'on a fait finalement, comment est-ce qu'on s'est organisé dans le tandem qu'on a composé pour faire ça. Alors, Guillaume, j'avais envie de te poser une question sur cette fameuse étape, parce que quand on préparait la conférence, on en avait parlé, du moment où on ne peut pas faire comme Danone, on ne peut pas faire comme Yves Rocher, on ne peut pas découper en morceaux et y aller tranquillou, il faut faire tout ou rien. Voilà, comment ça s'est passé en interne et finalement, quelles conséquences ça a eu, quelles décisions vous avez été obligé de prendre par rapport à ça?
Alors tout était prévu, bien évidemment. Non, c'est vrai que cette presque déconvenue de se dire il va falloir changer complètement de braquet. Et ce que disait Virginie quand il a fallu dire en fait ça va pas être juste nos entités France, ça va être tout le monde. C'est devenu un peu vertigineux, effectivement, parce que avant qu'on se lance réellement, j'avais avec mon équipe beaucoup râpé ce questionnaire, on l'avait rempli des dizaines de fois, on avait fait des simulations, etc. Et on s'était dit, il est costaud et faudra pour délivrer, ça sera intense. Et quand on s'est dit qu'il va falloir mettre un multiplicateur x 28, on s'est dit, ça va être compliqué. Et dans ce travail d'essayer d'appréhender. Alors, on avait aussi fait cet exercice de l'appel d'offres pour nous accompagner, dans lequel étaient des enjeux et des hommes. Et on avait eu en plus des vues très divergentes qui, pour certains, nous confortaient. Oui, il n'y a pas de problème, ça marchera très bien avec une seule entité. Ça marchera comme ça. Et des enjeux et des hommes, on dit, tout est possible. Et préparez-vous à avoir différents scénarios. Donc, on a eu aussi cette clarté-là, de dire, oui, mais imaginez aussi que peut-être il faudra y aller à plus. Et ce qui a été important, c'est vrai que c'est la façon dont vous avez pu nous accompagner sur cette appréciation de dire découpons les sujets de façon très pragmatique, soyons tactiques et surtout en gardant ce qui était l'identité de l'entreprise, comment on devait révéler ce qu'était l'entreprise dans cette nouvelle configuration et que cette addition devait révéler le tout réel de ce qu'était l'entreprise et d'aller chercher en fait dans chacune de nos entités ce qui correspondait à Clarins, parce que on a la chance d'être un groupe familial et qui a aussi laissé la liberté localement d'être un entrepreneur local. Donc forcément, l'expression, c'est un peu la lettre et l'esprit de la loi. La lettre, c'est on va définir effectivement une politique, un sujet, etc. Et puis son application localement, elle va garder ce qui est le sujet qui est attendu, mais son application locale, elle va s'adapter, elle va se fondre dans ce qui est le local. Et donc, ce qui a été important, c'est d'amener une capacité à ce que la lecture du local fasse une agrégation cohérente à la fin. Et c'est vrai qu'avec les équipes des enjeux et des hommes, on a trouvé un canevas, un découpage, un accompagnement des phases qui seront ensuite donc partagées, vous allez le découvrir, qui a été un moyen de nous mettre à l'aise, malgré la forte pente qu'on a découvert quand on nous a dit non, ça sera tout le monde. Il y a écrit Clarins. Alors le détail en fait, c'est parce qu'il y avait le nom de Clarins dans le nom de chacune de nos entités. Clarins Netherlands, Clarins France, etc. On a dit c'est Clarins partout. Mais, oui, effectivement, nous ne sommes qu'une seule et même entreprise. Mais en fait, c'était même une sorte de piège où si vous avez le même nom partout, vous n'êtes qu'un seul. Voilà. Donc c'est ce petit détail qui nous a fait sauter à pieds joints, mais tout le monde en même temps. Voilà. Donc ça fait une grosse éclaboussure. Et je me souviens que nous, chez les enjeux des hommes, on avait comme ADN d'accompagner le changement, d'aider des entreprises à déployer leur démarche dans le monde entier, pas forcément Bicorp. Et en fait, ce qu'on a mis en avant, c'est que pour être le bon partenaire de Clarins, il fallait 30% de BIA, c'est-à-dire de capacité à répondre aux questionnaires sans se tromper, et 70% de capacité à vraiment porter un projet complexe. Donc c'est ça qu'on a mis en avant et je pense que c'était précieux justement à la fin de l'étape de scoping où il fallait vraiment aller sur un projet de cette ampleur. Alors, on va maintenant avec Adèle et donc on avait choisi de ne pas faire trop de diapositives ce matin. Mais là, on va vous en montrer quand même 3 ou 4 parce qu'on a dit qu'on soulevait le capot. Donc, avec ton aide, Adèle, voir un peu comment on a pu accompagner. Donc là, pour redonner des chiffres clés, on avait donc une dirigeante très engagée qui portait la RSE, mais qui portait l'entreprise plus globalement. Donc ça, c'était très bien. On avait une équipe développement responsable. Et puis, on avait à peu près 200 personnes qui, dans les différentes filiales, ont contribué au projet. Comment est-ce qu'on a pu avancer là-dessus? Adèle, je te laisse déjà nous éclairer un petit peu sur comment Bicorp propose aux entreprises en fonction de... Ils appelaient ça complexe. Bon, c'était peut-être pas le bon objectif, mais comment est-ce qu'on est censé travailler ça quand on est une entreprise plus ou moins simple? Voilà, je te laisse nous éclairer. Bonjour à tous déjà. Effectivement, c'était un vrai défi de pouvoir engager autant de personnes, d'entités sur ce projet, sur une certification comme Bicorp.
Et comme tu l'as dit, ce qui a beaucoup aidé, c'était toute cette expérience sur des déploiements à l'international et puis aussi notre connaissance quand même du référentiel puisqu'on est aussi certifié Bicorp. Donc on avait eu le temps de travailler aussi sur ces 200 questions du questionnaire. Mais donc effectivement, on voulait revenir sur le processus de certification pour que vous compreniez l'importance que ça représente pour un groupe comme Clarins. Ici, vous avez le processus classique d'une entreprise qui n'a pas d'entité. Donc, elle a un seul BIA, donc le B-Impact Assessment, c'est ce fameux questionnaire qui fait peur à tout le monde avec les 200 questions. Et donc, on a une entreprise qui doit répondre à un seul questionnaire. Et derrière, si vous obtenez les 80 points minimum à la suite de l'audit, vous pouvez être certifié. Mais donc dans le cas de Clarins, on est sur une approche beaucoup plus complexe. Comme vous l'avez compris, il y avait 28 entités qui ont été réparties dans les 5 clusters suite à cette fameuse étape du scoping. Donc ça veut dire que derrière, on a 5 BIA à compléter et il faut obtenir les 80 points pour chacun de ces BIA. Donc tout l'enjeu, c'est de réussir à avoir des réponses qui soient suffisamment cohérentes sur l'ensemble des entités d'un même cluster et aussi au niveau du groupe. Donc comment on a fait ? On a demandé donc effectivement à toutes les entités de pouvoir compléter ce biais et jouer le jeu. Et puis derrière, il a fallu consolider les réponses pour identifier déjà où on en était en termes de niveau de maturité sur ces différentes entités, d'identifier les forces, faiblesses de chacun pour pouvoir derrière engager chaque cluster et les faire monter petit à petit en maturité. Donc pour ça, on s'est basé sur un outil interne puisque Bilab ne proposait pas d'outils spécifiques à la consolidation de ces approches complexes. Et donc cet outil a vraiment permis de derrière consolider et construire les plans d'action pour chacune des entités et des filiales. Et donc, une fois qu'on était vraiment sûr d'avoir un niveau suffisamment important pour chacun des clusters, on a pu passer en phase on a soumis les BIA et on est passé en phase d'audit. Et donc là, l'audit qui s'est passé à la fois sur de la revue documentaire, mais aussi sur des audits sur site, puisque c'est très spécifique à des grands groupes. Ce qui est important là dans ce qu'on a à l'écran, c'est cette fameuse logique de cluster, c'est un truc qu'on a inventé avec Clarins. Parce qu'on s'est dit, on va pas piloter 28 filiales une à la fois, ça va être ingérable. Humainement et budgétairement pour le client, c'était pas possible de faire un truc aussi complexe. Et on voulait vraiment faire un tandem entre nos équipes et leurs équipes. Voilà, donc on a créé ces fameux clusters. Et ce qui était important, je pense qu'un cluster, c'était à la fois de la géographie et de la maturité par rapport au sujet de durabilité. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas forcément tous les pays d'une zone ensemble, s'il y avait des différences et s'il y avait une manière de les regrouper qui pouvait être plus intelligente. Et puis après, c'était la taille humaine d'un cluster. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est parce que nous, on aime bien dire chez les enjeux des hommes que quand on démarre, après, on n'est plus client-fournisseur, on est partenaire assis l'un à côté de l'autre pour faire face aux défis. Et donc, créer cet outil, ça a été aussi quelque chose d'assez précieux parce qu'en fait, il n'y avait pas de réponse. C'est-à-dire que le fait de dire qu'on pouvait labelliser des entreprises complexes, ça c'était déjà promu par Bilab, mais la manière de faire en sorte que ce soit possible, elle n'était pas encore complètement finalisée. Donc on a inventé en marchant, et ça a d'ailleurs servi le collectif pour d'autres entreprises. C'est déjà ce que des entreprises qui étaient au tout début de Bicorp, comme Yves Rocher par exemple, avaient aussi modélisé des choses qui ont été reprises par d'autres entreprises après. Donc voilà, donc ça vous donne un petit peu la mécanique globale. Et très important, la partie en orange, même si par exemple ta filiale n'était pas dans les 20-80 et que tu aurais pu passer à la trappe, ah non, parce qu'il y avait Eric qui disait ah non, tout le monde joue, je veux pas le savoir. Ce qu'on présente ou ce qu'on présente pas, c'est la phase officielle communication externe, mais nous, on veut piloter, donc on veut que tout le monde fasse l'exercice. Alors, ce qu'on va essayer de vous montrer avec Adèle maintenant, c'est la fameuse slide dite de la vague, dont je suis très fier. Alors, on va essayer de vous l'expliquer en étapes, parce que c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut que vous compreniez là, c'est que de la gauche vers la droite, c'est toutes les étapes qui amènent à un moment donné à être au rendez-vous de ce qui était attendu. Je vais laisser Adèle nous guider dans sa lecture. Oui, effectivement. Alors, il est un peu complexe, mais c'était vraiment des cycles. On a mis en place des cycles de progrès sur 2 ans.
quand même, un peu plus de 2 ans. Et donc, si on commence par la gauche, vous voyez, sur l'axe vertical, on s'était fixé un peu des objectifs par grande étape d'atteindre un niveau de score. On a commencé autour des 50aines de points et l'idée, c'était vraiment d'arriver à la fin à soumettre avec un peu plus de 90 points. Et pourquoi 90? C'était aussi pour se garder un peu un filet de sécurité par rapport à l'audit où on sait qu'on peut perdre quelques points. Donc juste là, vous voyez 53 estimated T0, donc ça c'est la photographie au début. On se dit, ben là, dans ce qu'on a dans les mains, on est à 53. Donc on est loin de l'objectif. Et donc c'est tout le chemin qu'on va construire ensuite pour aller monter soit la performance qui existait déjà mais qu'on n'a pas bien renseignée, soit la performance qui n'existe pas et qu'il faut qu'on complète. D'accord ? Exactement. Et ensuite, si on zoome un peu sur les différentes étapes, il y a toute la partie kick-off, donc ce fameux lancement, de pouvoir aller sensibiliser tout le monde sur ce projet-là, à la fois au niveau du siège, mais aussi au niveau des entités, comme on en a pu en parler avant. Donc c'était vraiment un travail important et qui a été aussi soutenu par les mentors et les différentes personnes qui étaient référentes sur les sujets Bicorp. Ça a permis derrière d'avoir des personnes sur le terrain qui portaient aussi la voix de ce projet-là. Donc une fois qu'on a fait cette phase de lancement, toutes les entités ont pu compléter ces fameux billets. Et derrière, on est entré dans des phases de progrès avec un premier cycle de 6 mois dont l'objectif était plutôt de mettre au même niveau toutes les entités, puisqu'on avait des niveaux de maturité un peu différents quand même. Et là, l'objectif, c'était d'avoir des actions assez simples, on va dire, à mettre en place pour pouvoir partager les bonnes pratiques et que au sein d'un même cluster, tout le monde déjà arrive à un certain niveau équivalent. Et puis ensuite... sur le deuxième cycle, c'était un peu plus long et l'objectif, c'était d'aller cranter un peu plus, de pouvoir identifier des actions qui nécessitaient peut-être un peu plus un temps long, en fait, finalement, et peut-être aussi un soutien supplémentaire du groupe. Et donc, sur ces phases-là, vraiment, on a encore une fois tout le travail des mentors. Il y a eu des FAQ aussi qui ont pu être partagés auprès des entités pour les aider, les soutenir, les rassurer dans ces étapes qui demandent quand même pas mal d'engagement aussi. Donc juste avant de parler du cycle 3, donc le premier cycle, c'est vraiment moissonner ce qu'on a déjà. Donc parfois, on fait des choses, mais on ne l'a pas écrit. Si ce n'est pas documenté, ça n'existe pas, donc il faut écrire la politique, etc. Et puis toutes ces choses qui existaient déjà, mais qui étaient parfois embryonnaires ou pas homogènes. Et donc l'idée, c'était de dire, si on le fait là, comment pourrais-tu faire dans ta filiale pour arriver à quelque chose de comparable dans ta réalité ? Ça, c'était le premier cycle. Et puis Adèle a bien expliqué ce deuxième cycle où là, pour le coup, c'était encore plus important d'être auprès des équipes. Et on va vous montrer juste après comment on est allé créer une organisation humaine avec des vraies personnes qui étaient proches de ces équipes. Peut-être expliquer le troisième cycle, là, ce qui est en bleu aussi. Sur ce troisième cycle, donc, c'était un travail vraiment plutôt avec les équipes au niveau du siège pour pouvoir travailler justement sur ces fameuses IBM, identifier lesquelles étaient susceptibles d'être valorisées, en tout cas les activités qui ont de l'impact dans le modèle d'affaires de Clarins et qui font cette différence. Travailler aussi sur la structuration et la définition un peu des documents justificatifs qui sont aussi attendus pour l'audit. Important parce que nous, on a dû accompagner une vingtaine d'entreprises dans Bicorp et des entreprises sur d'autres labels ou sur d'autres démarches RSE. Ce qui est important, c'est que j'ai pas eu une seule entreprise qui était déjà à 80 au moment où elle a démarré. Ça n'existe pas. Et donc, c'est important de se donner ce temps. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on est dans des culs qui dépassent 4 et on passe à l'année d'après. Soit on fait que moissonner ce qui existe déjà, soit on va semer des graines et il faut arroser et que ça pousse pour récolter, pour que ce soit valorisé. Et donc on n'est pas que dans de la communication, on n'est pas que dans du déclaratif, on n'est pas que dans du reporting. On est dans du reporting qui sert à quelque chose, c'est-à-dire d'éclairer la réalité de ce que fait l'entreprise, qui en plus se met en dynamique de progrès parce qu'elle se fixe des ambitions. Et vous avez vu que c'était y compris sur des choses très profondes liées au modèle économique et pas que sur du partage de process vertueux. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait visé l'étoile en se disant, il faut qu'on prenne un petit volant de sécurité, donc on va essayer de mettre
le paquet pour être au-dessus des 80 points, parce qu'on ne sait jamais, hein, tout auditeur qui n'a pas trouvé un point de dysfonctionnement a mal fait son travail, donc forcément ils allaient identifier des petites faiblesses dans le système, surtout qu'attention, c'était déjà le début des audits physiques, donc on n'était pas que sur du papier comme Ecovadis par exemple, on était vraiment sur je vais dans la filiale, etc. Donc ça, voilà. Et je rajouterais que on avait une cible à 90 Oui. et qu'on a terminé finalement à 89. Donc ce qui prouve qu'on a eu quand même le nez fin C'est ça. et que voilà, les projections étaient les bonnes. C'est ça, tout à fait. Alors, je vais juste vous montrer maintenant comment les choses se sont passées en termes humains. Donc, évidemment, il y avait tout un tas de gens on va illustrer juste par un exemple sur le terrain. Il y avait par exemple les gens qu'on ne va pas montrer là, qui sont les experts métiers des fonctions du siège. D'accord ? Mais si on prenait juste les gens qui portaient le développement responsable dans le projet, Guillaume était accompagné d'Éric et de Sarah. Et ensuite, il y avait des interlocuteurs dans les filiales. Et donc, nous, on a dû, pour être capable de les accompagner dans ce projet, monter une équipe centrale qui était donc dans le haut de l'écran, dont Adèle et moi sommes les représentants, et puis des mentors par cluster. Et en fait, ces clusters étaient designés de manière spécifique pour répondre aux besoins d'une zone donnée. D'accord ? Alors, tu peux appuyer sur le dernier. Voilà. Merci. Donc en fait, on avait l'équipe de coordination globale dans un tandem Clarins des enjeux et des hommes. On avait 5 clusters. Dans chacun des clusters, on avait un sponsor. Donc un sponsor, c'était un manager, un top manager de la zone géographique de Clarins, qui était quelque part accountable vis-à-vis du COMEX et de Virginie sur le fait que sa zone soit engagée. Et ensuite, chaque DG de pays, on va le voir dans l'image après, était engagé, mais se choisissait un référent, un chef de projet Bicorp transversal qui allait l'aider à piloter son entité et l'avancée de son entité. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que pour chacun de ces clusters, on avait un mentor. On avait une personne dédiée qui allait accompagner uniquement ce cluster-là et qui évidemment était en lien en étoile avec l'équipe centrale pour être sûr qu'on arriverait à bon port. Donc ça a aussi permis de faire du sur-mesure et culturellement et dans les points de force et de faiblesse des différentes zones dans lesquelles on intervenait. Et on va dans un instant donner la parole à Estelle et à Eric ici présents, puisque Estelle a fait partie des mentors. On la remercie puisqu'elle est à l'étranger et elle a accepté d'être avec nous en visioconférence ce matin. Estelle a accompagné plusieurs zones, une d'abord, puis deux, parce qu'elle a beaucoup de talent et qu'on a une personne qui était partie en congé de maternité, donc il a fallu la remplacer. Et donc Estelle a accompagné des zones qui culturellement peuvent parfois être assez difficiles à appréhender. Voilà, donc j'avais envie aussi d'éclairer cette dimension-là. Est-ce qu'en régie, on peut se connecter avec Estelle et peut-être la mettre à l'écran? Donc Estelle, mondialement connue pour ses écouteurs rouges. Voilà, je pense que la marque devrait la sponsoriser. Alors, on va faire un tandem avec Eric puisque c'était difficile évidemment d'avoir dans la salle des représentants de la Chine, de la Malaisie, des États-Unis, de l'Afrique du Sud ou des quelques pays dans lesquels on allait. Vous avez vu tous les drapeaux là tout à l'heure. Donc moi j'avais envie, Eric, avec ton accord, de te permettre d'être un peu la voix du terrain. C'est-à-dire, on a avec Virginie tout à l'heure évoqué comment le COMEX réagit, surtout quand il a compris la réalité de ce à quoi on était en train de s'engager. Virginie a un petit peu évoqué les différences de connaissances ou de perception de Bicorp dans les différentes zones, mais toi qui as vraiment été finalement l'architecte de l'engagement et du suivi de toutes ces filiales, quel accueil déjà a été fait au début? Et est-ce qu'il y avait des disparités? Alors, bonjour à tous, bonjour Estelle. Alors, je dirais que le ressenti terrain a été globalement positif, notamment avec beaucoup d'enthousiasme chez les filiales qui connaissaient déjà le label Bicorp, notamment les US. La crainte qui est très vite remontée, c'est peut-être la surcharge de travail que ça allait générer.
Et je pense qu'ils n'avaient pas bien mesuré au tout début qu'effectivement, ils allaient être soumis à un questionnaire de plus de 300 questions, avec des pistes d'audit obligatoires pour toutes les questions, un recalcul du living wage pour les 8000 collaborateurs, alors à la fois individuel, familial. Mais voilà, donc globalement plutôt positif, pas de réticence particulière. Bon, de toute façon, je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Voilà, blague mise à part, on les a accompagnés du moment zéro jusqu'à la fin, notamment avec l'organisation qui a été décrite, avec une proximité de tous les instants. Une mise à disposition de templates, de documents groupes qui ont été partagés, et un accompagnement au travers d'un système de FAQ pour les tenir, les accompagner, les prendre par la main parfois, autant que possible. La frustration qui est remontée au fil du temps, c'est le délai, en fait, à partir du moment où on se lance dans le projet, où on répond à toutes les questions, on délivre tous les documents, toutes les pistes d'audit, que le central revient en disant bon voilà, ça il faut affiner, il faut faire différemment, et d'avoir voilà cette latence qui est très longue finalement, parce que c'est un projet qui s'inscrit sur près de 2 ans. Et de se dire que voilà, à partir du moment où on a rempli tout le questionnaire et on a la bonne nouvelle de savoir qu'on est certifié, voilà, il y a beaucoup de questionnements, d'impatience de la part du terrain, disant bon voilà, Eric, quand est-ce qu'on est Bicorp, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a bien répondu, est-ce qu'on aurait pu faire mieux, voilà, c'est ce genre de problématiques qui sont remontées, mais au fil du temps. Et pas trop de zones ou de filiales qui étaient à contre-courant par rapport Non. à ça. Non. Alors, je vais juste faire un tout petit commentaire sur le sujet de la durée, parce qu'on a décidé de ne pas rentrer dans ce détail-là dans la conférence de ce soir, de ce matin, pardon. Mais un des points qui a retardé un tout petit peu la validation finale, c'était lié à un sujet sur le conflit entre la Russie et un pays voisin. Voilà, qui, à un moment donné, a gelé un petit peu les échanges avec Bicorp. Ça a demandé pas mal de diplomatie pour finalement sortir de cette difficulté. Donc, pour nous, c'est un sujet un peu annexe qui a fait partie de la réalité, mais sur lequel on ne voulait pas passer trop de temps dans la conférence, mais qui a expliqué un petit peu l'impatience et certainement la joie à la fin de se dire, finalement, on l'a eu. Alors, je m'adresse à nos amis de la régie. Est-ce que, je ne sais pas si c'est possible d'avoir à la fois Estelle et le schéma qu'on avait mis juste avant, où il y avait toutes les têtes des gens de la zone. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez juste me mettre quelques secondes la diapo et on revient à Estelle ? C'était juste pour que vous voyiez un petit peu de quoi on parle. Donc là, vous avez le mentor. Donc le mentor, et Estelle va expliquer à quoi servait le mentor, qu'est-ce qu'il faisait pour rassurer, pour expliquer, pour montrer que ça n'allait pas être usine à gaz, etc. Et comment on créait du lien avec des gens de cultures différentes, mais simplement pour vous montrer le niveau d'engagement. Donc vous avez tout en haut Frédéric, là dans l'exemple, qui est le patron du cluster. Donc c'est souvent un directeur d'une grande région qui est engagé pour tous les gens qui sont en dessous dans le schéma. Ensuite, vous aviez les DG, les General Managers. Donc là, on n'est pas sur monsieur ou madame développement durable, on est sur le patron de l'entité, qui se choisissait un référent ou une référente qui allait être son acolyte. Et ce que nous disaient les mentors, c'est qu'en fonction des situations, parfois c'était plutôt le référent qui portait, parfois le GM était passionné par le sujet et ils y allaient vraiment à deux. Et ensuite, vous aviez des interlocuteurs experts des différentes thématiques, puisque on n'est pas dans des choses très incantatoires, là ça doit être concret, chiffré, et donc on avait toutes ces personnes à mobiliser de manière efficace. Alors, Estelle, on te passe la parole. Moi, ce que j'avais envie, c'est vraiment que tu puisses nous dire, voilà, le regard de l'interne. Tu as accompagné une puis deux régions. Voilà, comment ça s'est passé, et on aime bien chez des enjeux et des hommes dire qu'à un moment donné, c'est l'humain qui finit par prendre le dessus pour faire en sorte que ça fonctionne. Enfin voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu ton retour d'expérience de cet accompagnement ?
Bien sûr, avec plaisir et bonjour à tous. Alors, je suis à l'étranger, mais je vous rassure, j'ai pas de décalage horaire, donc c'est pas beaucoup plus tôt ici que chez vous. Et je veux dire que ce rôle de mentor, il était d'abord génial en arrivant parce que effectivement, il y avait déjà eu beaucoup de communication en interne. Et puis Virginie l'a expliqué, en fait, on voyait il y avait une grosse motivation de l'ensemble voilà, du management, ce qui fait que quand on arrivait pour expliquer et aller plus loin dans le détail et ouvrir le capot, il y avait une pré-motivation et une grande curiosité de qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et donc, en tant que mentor, on avait 3 rôles. Un premier rôle, donc Virginie parlait d'évangélisation, donc dans nos termes à nous, on appelle ça plutôt la pédagogie, notre terme technique, c'était expliquer, et du coup il y a eu des kick-offs par région, des outils, des vidéos, des ressources. C'était quand même pas complètement des trainings de formation globale, mais pour comprendre en fait de quoi on parle et à quoi ça va nous amener. Et il y a un deuxième rôle que je dirais que c'était de traducteur, donc pas forcément parce qu'on parlait des langues différentes, mais en fait on est là aussi pour expliquer les attentes de B-Lab. Dans vos termes à vous, ça veut dire quoi concrètement? Parce que parfois, déjà, c'est un label effectivement qui est américain, donc il y a beaucoup de phrases en anglais. Donc il se trouve qu'il y a eu des traductions dans certaines langues, mais pas beaucoup. Mais parfois les traductions, bon, s'il n'y avait pas encore l'IA, etc. Donc il fallait beaucoup intervenir sur traduire non seulement sur les termes, mais traduire sur la philosophie du Bicorp, la philosophie du label. Qu'est-ce qui est vraiment attendu quand on vous demande cette question? Et puis on avait un troisième rôle qui était vraiment le support plus technique. Donc, on faisait effectivement, on a déjà Adèle a cité et Eric aussi, un peu un côté hotline, une FAQ, parce que vous disiez, mais si vous avez une question, forcément, vous n'êtes forcément pas uniquement, enfin, il n'y a pas uniquement vous qui allez vous poser la question, il y a aussi forcément d'autres filiales qui vont se poser la même question. Donc, en fait, on mettait beaucoup en commun toutes les questions, les réponses. On faisait le lien avec B-Lab parfois en mettant des tickets sur la plateforme disant voilà, sur cette question, est-ce que c'est OK si on va dans cette direction, puisqu'on a bien compris, etc. Et il faut savoir que B-Lab attend beaucoup de documentation et de formalisation des preuves, en fait. Et Clarins, vous l'avez bien compris, dans la philosophie, dans l'ADN de l'entreprise, faisait déjà beaucoup de choses, mais parfois, ce n'était pas assez formalisé, on n'avait pas les preuves. Donc, il y avait des plans d'action qui étaient OK, il faut vraiment développer une action, une super initiative qui a été faite, par exemple, en Australie, c'est une super idée. Et donc, notre rôle, c'était d'aller la traduire dans un autre pays pour dire pour vous, comment est-ce que vous pouvez la mettre en place, cette initiative aussi. Et derrière, en la documentant. Et donc, il y avait des plans d'action vraiment pour mettre en place et des plans d'action de formalisation, de documentation. Donc, c'est un peu rébarbatif. Et donc là, c'est là que notre troisième rôle intervient, qui est vraiment un rôle. Alors, je mets bien le rôle de mentor, mais on se voit aussi un peu comme des coachs, parce que c'est un peu un coach. C'était pas un 100 mètres, hein, c'était vraiment un marathon, cette certification. Et donc, le coach, il est là pour dire. Voilà, mettre des petits pushs d'énergie, des petites pushs d'inspiration de temps en temps, rassurer. Donc, Guillaume a parlé de persécuter. Donc, nous, on arrivait derrière quand ils étaient persécutés pour les rassurer. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage de faire ça au niveau du groupe, c'était aussi de donner une dynamique. Je pense que ça a été transformé en quelque chose un petit peu un peu une déconvenue au départ en disant on va le faire que sur la France et finalement on le fait pour tout le monde, mais ça a créé du coup une dynamique globale qui était hyper intéressante. Par contre, ça pouvait créer de la compétitivité. Régulièrement, on me demandait, mais mes collègues du pays d'à côté, eux, ils ont combien de points? Et donc, il fallait toujours trouver l'équilibre en disant, oui, ils progressent et oui, forcément, vous n'êtes pas forcément le plus beau score, mais comment est-ce qu'on peut augmenter sans forcément le donner des complexes d'infériorité à des filiales qui, par exemple, avaient beaucoup moins de ressources, des beaucoup plus petites équipes pour dire tiens, on va mettre en place un monitoring de nos consommations d'eau, notre consommation de déchets et qu'est-ce qu'on en fait de nos déchets, etc. Tout ça en formalisant. Donc, il fallait trouver l'équilibre entre les coacher, les rassurer et les faire avancer. Parce qu'effectivement, c'était assez vertigineux aussi à l'échelle locale des filiales de dire en fait OK, mais en fait nous à côté de ça ils ont une filiale, ils sont 30 personnes, nous on est 5, comment est-ce qu'on fait la même chose qu'eux? Parce que au final ce que voulait B-Lab, c'était de prendre en compte souvent le plus petit dénominateur commun
Donc, dans un cluster, s'il y avait une filiale qui était un peu plus en la traîne en termes de pratique ou de preuves, il fallait les faire monter à niveau en les gardant motivés sur un parcours qui était en tout très long, avec un premier plan d'action, ensuite un premier bilan et un deuxième plan d'action qui devait vraiment viser sur ce score de 80 ou quand même 90 points. Génial. Donc par contre, c'était un rôle qui était, je veux dire, passionnant pour nous, avec des équipes super motivées, mais parfois confrontées à la réalité de c'est dur et puis on a autre chose à faire parce que quelque part, vous avez vu le schéma avec les différentes personnes, il y avait un référent, mais toutes ces personnes faisaient ça en plus de leur job au quotidien. Donc, on prenait des référents qui apportaient une expertise RH d'un côté ou achat ou client, tout ce qu'on posait, comment se passe le service client concrètement dans votre pays, avec des audits qui effectivement ont eu lieu pour certaines filiales vraiment sur site, mais c'était en plus de leur job. Et moi, j'aurais adoré être mentor, mais j'étais dans l'équipe centrale. Et ce que je trouvais super, c'est que cette étoile avait un centre et que nous, on avait aussi le pouls des différentes zones, de comment ça avançait, de quel était le ressenti. Et donc, avec Guillaume et parfois Virginie, quand c'était utile, on était capable de faire remonter les choses en disant là, on a besoin de vous, il faut que vous puissiez aller aussi venir en renfort. Merci beaucoup, Estelle. Donc, peut-être pour terminer ce tour d'horizon, Eric, te poser la même question qu'on a posée à Virginie tout à l'heure sur la valeur créée. Finalement, dans les échos qui ont été faits, de ces responsables de filiales ou de sites, d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi des sites de production. Finalement, qu'est-ce qui est remonté ? Est-ce que finalement le grand bénéfice, c'était pour Clarins en tant que groupe et on y est tous allés et on est tous arrivés à bon port ensemble et ça, c'était déjà génial ? Ou est-ce qu'on avait peut-être aussi des choses localement qui ont été perçues ? Est-ce que tu as eu des remontées sur ça ? Alors, je dirais que le bénéfice, en fait, il était double. Il était à la fois interne et externe. En interne, comme on vient de le citer, il y a eu une amélioration en termes de formalisation. Bien souvent, les choses étaient connues, elles existaient, mais pas forcément formalisées. C'est ce que moi j'appelais un peu la culture Maasai, la culture orale, qu'on retrouve souvent même dans de grands groupes. Donc il y a eu cet effort de formalisation, de mutualisation d'une base documentaire, donc avec des échanges, avec des templates groupes qui ont pu être partagés au sein du groupe, et quelque chose qu'on avait peut-être moins estimé, qui est la dimension interfiliale, avec des échanges qui se sont créés naturellement. On citait tout à l'heure le cas de l'Australie, qui a partagé de la documentation, notamment avec la Corée. Donc il y a eu cet échange entre filiales qui s'est créé, avec des échanges de bonnes pratiques, de partage de documents, alors de formalisation comme je le mentionnais tout à l'heure, et formalisation en anglais, là où parfois on a de la documentation dans certaines filiales qui est en langue locale, donc en mandarin et en russe, donc en cyrillique. Donc voilà, il y a eu cette première dimension au niveau interne, d'amélioration documentaire. Il y a eu aussi cette grande fierté en interne de se dire, on est arrivé, nous, localement, à atteindre l'objectif, et une grosse fierté aussi lors des visites sur site, parce qu'on a eu une visite à Pontoise où on a ouvert de façon très transparente un audit, une visite suivie d'un audit. Mais bon, il y avait cette dimension quand même, visite où on mettait les pieds, on ouvrait toutes les portes de notre R&D et de notre site de production. Donc un audit sur place à Pontoise au niveau usine, et à Shanghai, qui a été une filiale qui a été tirée au sort par Bilab,
Et voilà, les équipes étaient très fières de montrer ce qu'elles réalisaient au quotidien. Donc ça, c'est du point de vue interne. Du point de vue externe, je dirais que il y a cette capacité, on a eu cette capacité de pouvoir prouver que ce qui était fait en termes de RSE au niveau local, voilà, on pouvait se mesurer à un benchmark reconnu mondialement. Et peut-être qu'auparavant on pêchait par manque d'orgueil sur la communication RSE. Et bien là, voilà, on mettait à jour et on partageait publiquement ce qui était fait concrètement au niveau local sur la partie RSE. Et sur la partie, je dirais, marque employeur, voilà, Virginie en a parlé tout à l'heure, effectivement, on pense que c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique pour le groupe, et notamment localement, parfois où on est sur des marchés très tendus, et en termes de captation de talent, voilà, c'est indéniablement un plus. Génial. Super. Alors, nous avons terminé ce tour d'horizon du pourquoi, comment et quoi. On s'était promis, avant de laisser la parole à l'échange, de faire un tout petit éclairage sur l'update de Bicorp. Donc ça, c'est pour ceux d'entre vous qui savent déjà qu'il y avait un ancien modèle et qu'il y en a un nouveau. Et donc on s'est dit, grâce à ça, non seulement vous serez enthousiasmés en sortant de la salle, mais en plus vous serez hyper up-to-date sur l'évolution des référentiels. Alors Adèle a une mission, c'est top chrono en quelques minutes de vous donner les éléments essentiels du nouveau Bicorp. Voilà, comme ça, Et pas vous faire peur, surtout. vous repartirez avec les idées au clair. C'est important parce que si vous vouliez vous lancer dans l'aventure Bicorp, vous seriez mangé à une sauce un tout petit peu différente de celle qu'on a partagée là. Ça ne change pas fondamentalement, mais voilà, que vous ne soyez pas surpris si vous allez sur le site d'aujourd'hui. Ouais. Et donc Adèle, je le dis aussi, prend la parole ici pour une équipe qui chez nous accompagne plusieurs labels et qui suit leurs évolutions, qui parfois en crée de nouveaux. Et donc, elle a travaillé avec cette équipe-là pour préparer la petite présentation qu'elle va vous faire. Exactement. Vous avez certainement vu, enfin pour certains peut-être, le nouveau référentiel Bicorp qui est sorti en avril 2025. C'était un gros pavé quand même à traverser, mais depuis on a pu mieux comprendre ce nouveau référentiel. En tout cas, depuis février 2026, il est officiellement, il fait foi, on va dire. Donc, toutes les entreprises qui souhaitent certifier sur Bicorp sont soumises à ce nouveau référentiel, et celles qui sont en recertification vont être aussi automatiquement soumises à ce nouveau référentiel. Donc, pour les principales évolutions qu'on voulait vous mettre en avant, la première, c'est l'audit par un tiers indépendant qui a été mis en place puisque avant, sur l'ancien référentiel, c'était vraiment des auditeurs qui sont issus, qui font partie de Bilab. Donc ça permet aussi d'avoir un référentiel qui est plus robuste, plus crédible aussi aux yeux parmi tous les labels qui existent. Et ça permet aussi d'être plus transparent sur les processus de certification. C'est quand même un point assez important. Deuxième point plutôt sur l'évolution du contenu du référentiel, où on est passé de 5 thématiques d'impact à aujourd'hui 7 thématiques d'impact. Donc on a plus de thématiques et ça permet finalement de couvrir vraiment l'ensemble des enjeux de durabilité qui sont attendus aujourd'hui, que ce soit sur les enjeux d'action climatique, la question de la diversité, de l'inclusion, l'équité, enfin tous ces sujets qui sont aussi bien attendus, l'intégration des parties prenantes, etc. Et ça permet finalement aussi, Bilab a fait un travail pour s'aligner avec les nouveaux référentiels internationaux, que ce soit la CSRD, les CS3D ou encore les directives autour de la communication responsable, avec la directive AMCO par exemple. Donc voilà, c'est encore une fois un moyen aussi de renforcer ce référentiel. Et puis, important à savoir, cette évolution, c'est aussi une des plus importantes qu'a mis en place Bilab depuis sa création quand même. Donc c'est pour ça aussi qu'on a ce type de changement important. Sur les exigences minimales aussi obligatoires, donc en fait, avant, vous l'avez compris, on était sur un système de points où il fallait obtenir minimum 80 points pour certifier. Là, maintenant, on passe sur des exigences minimales obligatoires pour chacune des thématiques. Donc, ça veut dire que derrière, on doit être bon
sur l'ensemble des thématiques, là où avant on pouvait, on va dire, avoir un système de compensation, on pouvait peut-être très bon sur la partie environnementale, moins sur une partie sociale. Enfin voilà. Donc là, ça vient renforcer encore une fois ce référentiel. Et puis à savoir que derrière chaque thématique, vous avez ces exigences minimales, des sous-exigences aussi qui sont détaillées, et elles s'adaptent aussi en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur. Donc, par exemple, pour les grandes entreprises, sur la partie climatique, on va attendre d'elles qu'elles aient une trajectoire de réduction carbone qui soit validée par le SBTi ou par un autre organisme tiers indépendant. Et une dernière évolution qu'on voulait vous partager aussi, c'est cette logique d'amélioration continue qui existait déjà au sein de B-Lab, mais qui a été renforcée avec chaque année des nouvelles exigences qui se rajoutent, en tout cas au moment des recertifications. Donc ça permet d'avoir un référentiel qui évolue petit à petit et qui ajoute des attendus pour avoir plus d'impact. Juste deux précisions. On s'était dit avec Adèle que quand on mettait un mot de jargon, il fallait l'expliquer. Donc CSRD, je pense que tout le monde sait ce que c'est. La CS3D, c'est sur le devoir de vigilance dans votre chaîne de valeur. La directive MCO, très important pour les marketeurs qui seraient dans la salle, c'est une directive sur la manière dont vous allez communiquer en tant que marque et en tant que corporate sur vos engagements RSE, avec une exigence beaucoup plus forte qui fait que le Yaka Faucon et les grandes déclarations d'intention sont un peu plus difficiles à laisser passer. Donc ça fait partie des choses assez récentes, hein, la directive MCO. Et sur la logique en année 035, juste pour bien expliquer, c'est pas que ça augmente avec le temps, c'est que à ISO entreprise, si vous êtes certifié en année 1, en année 3, ce qu'on va vous demander, ce sera plus ambitieux que la première fois. Et donc, ça permet de continuer à motiver les entreprises qui sont engagées. Sinon, on tombe dans le piège d'un label binaire où une fois que je l'ai, finalement, je progresse plus forcément. Ou alors, ça fait plus la différence avec les autres. Et donc, on est bien dans une dynamique de progrès et de montée en maturité. Bonne journée à chacun. Merci. Ce retour d'expérience le montre très clairement. Être engagé, ce n'est pas juste décrocher un label. C'est un objectif de structuration, un accélérateur de transformation et parfois un révélateur d'écart entre ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement. Mais surtout, il met les organisations face à leurs choix. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Que sommes-nous prêts à transformer ? Et quelle valeur voulons-nous réellement créer ? Car la promesse B Corp est exigeante. Aligner performance économique, impact positif et engagement collectif. Cela se construit pas à pas et décision après décision. Alors, quelle valeur tangible créer B Corp ? La réponse n'est pas universelle. Mais dans le cas de Clarins, elle semble claire. Une meilleure structuration des engagements, une mobilisation forte des équipes, une montée en exigence sur des sujets clés et une capacité à inscrire l'entreprise dans une trajectoire plus ambitieuse. Mais à une condition essentielle, que le label reste un moyen et jamais une finalité. Merci d'avoir écouté cet épisode hors série de Net Positive Business by EDHEC Business School. Si vous voulez découvrir d'autres événements EDHEC Alumni, rendez-vous sur alumni.edhec.edu. Et si vous voulez en savoir plus sur le Net Positive Business, ses fondamentaux et comment l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.